Je voulais vous parler, c'est un peu une causerie, c'est un peu un atelier de la concentration, parce qu'on est en plein dedans avec avant tout un travail sur la respiration. Alors déjà, le mot concentration n'est pas terrible. Et c'est là qu'on voit qu'on a un problème de culture en fait. Parce qu'aussi vrai que les Esquimaux ont, bon, c'est sûrement faux, mais voilà, ils ont 23 mots pour décrire la neige sous ses différentes formes. Dans les textes traditionnels bouddhistes, il y a plein de mots différents qui veulent dire concentration. Et celui qui correspond à ce qu'on appelle concentration, il se traduit plus souvent par unification, si on veut traduire ce qui veut vraiment dire le contraire d'être dispersé, en fait. Être rassemblé, être sur une seule chose plutôt que sur beaucoup. Et quand on a essayé de traduire le vocabulaire euh, des textes bouddhistes, quand on a fait cette importation de la méditation, ben on a cherché ce qui correspondait le mieux à ce mot samadhi, qui veut dire cette unification, cette absence de dispersion, cette tranquillité aussi. Et on a choisi concentration parce qu'on n'est pas un peuple d'esquimaux quand il s'agit des facteurs mentaux, et on n'avait pas grand-chose de mieux. Mais concentration, ça évoque un peu l'effort, les sourcils qui se froncent, et c'est vraiment pas ça, cette unification. D'ailleurs, il n'y a pas l'idée de forcer, de contraindre dans la pratique des méditations de concentration. Donc il n'y a pas cette notion d'effort intense. Pour établir ce qu'on va être obligé d'appeler la concentration, il y a des conditions facilitantes. Et là aussi, ça va très à l'encontre de toute idée d'effort et de maîtrise. Dans les textes, dans les suttas bouddhistes, il est écrit quelque part, mais je ne sais plus dans lequel, que un précurseur de la concentration, c'est d'être heureux. Donc si on est heureux, si on est détendu, c'est plus facile, ça conduit naturellement à la concentration. Donc c'est très différent de l'image qu'on peut s'en faire. La détente est une condition facilitante. D'où l'importance de ce moment de détente en début de méditation. Si dans les méditations silencieuses, vous avez la tentation de ne pas le faire, que j'ai aussi, de bondir directement sur la respiration, c'est probablement dommage. Ça vaut le coup de passer juste 3, 4, 5 minutes à laisser le corps se détendre pour rendre l'établissement de la concentration plus simple. Les objets pour établir la concentration. Alors il y en a beaucoup. Et on en utilise très peu dans la liste de tous ceux qui existent dans les différentes traditions méditatives. La flamme d'une bougie est utilisée. On fixe la flamme jusqu'à ce qu'elle provoque une image négative qui sera bleue, je crois, quelque chose de complémentaire à la couleur de la flamme. Et ensuite, on fixe cette image complémentaire en fermant les yeux. Et on en fait notre objet de méditation. Mais on peut aussi simplement fixer la flamme. Ça peut être différentes sensations dans le corps, évidemment la respiration, mais d'autres parties du corps aussi. On peut utiliser les sons et on peut utiliser le corps en mouvement comme on le fait dans la méditation marché. On peut utiliser aussi une phrase qu'on répète, ce qu'on fait dans la méditation de bienveillance, c'est ce que font les gens qui méditent sur les mantras. Ils répètent en boucle une phrase et c'est leur objet de méditation. Quand l'objet est extérieur au corps, comme la flamme de la bougie, les sons, ou on pourrait peut-être pas la phrase qu'on répète, mais ça en prend un peu la direction. Un avantage et un inconvénient, c'est qu'on est moins en contact avec notre vie émotionnelle.
Donc, si on n'a justement pas envie d'être en contact avec notre vie émotionnelle, eh ben une flamme ou les sons, c'est extérieur à nous, c'est pas connecté à notre corps, ça permet un peu plus de se distraire de quelque chose qui nous submergerait, par exemple. Alors que la respiration, et c'est son avantage aussi, elle nous met toujours en relation avec notre vie émotionnelle, parce qu'on va respirer plus fort, plus vite, si ça va pas bien, et on sentira ce qui se passe dans le corps, dans la même région, quand on a une émotion forte. Donc en fonction de nos besoins, on peut aussi s'orienter vers différents objets de concentration. Avec la respiration dans la région abdominale, on a vraiment choisi un objet de méditation qui est un peu hybride parce qu'on peut se concentrer dessus pour en faire un objet de concentration, mais en même temps, ça nous permet tellement de rester en contact avec ce qui se passe dans le corps que c'est très facile aussi d'observer ce qui émerge comme émotion, comme contenu émotionnel. Donc on est un peu entre la méditation de concentration et la méditation d'attention ouverte, vraiment de pleine conscience, d'observation de ce qui est présent, de ce qui émerge spontanément. Alors qu'avec des objets qui sont plus éloignés de notre vie émotionnelle, on est plus dans la pure concentration. Il n'y a pas de place pour l'observation de ce qui va émerger spontanément, ce sera juste une distraction et après on se recentre. Avec la respiration, on peut prendre quelques instants pour observer euh, quelque chose qui a émergé avant de se recentrer et en faire une petite exploration en pleine conscience. C'est pour ça qu'on peut jouer dans la respiration euh, par moment, surtout si vous voulez établir votre concentration. Vous allez revenir immédiatement à la respiration quand vous réalisez que vous êtes distrait. Et à d'autres moments, surtout si c'est les distractions qui vous occupent et qui vous posent problème, vous pourrez prendre le temps de les explorer pendant un moment avant de revenir à la respiration. Et c'est pour ça que c'est un objet de méditation hybride et qu'il est pas mal comme méthode unique de méditation. Certaines personnes n'utilisent que la respiration. Euh, Ça permet de tout faire un peu de concentration et un peu d'attention ouverte aussi. Et il y a des objets de méditation qui sont dans le corps, mais qui sont moins en rapport avec la vie émotionnelle, qui parfois conviennent mieux à certaines circonstances et à certaines personnes, et je réalise que je crois qu'on ne l'a jamais fait ensemble. Donc on va faire un test ensemble, avec un objet de concentration qui est dans le corps. On dit parfois qu'il est plus simple d'accès et que justement quand on a une vie émotionnelle intense et qu'elle est submergente, que c'est plus facile d'utiliser cet objet-là que d'utiliser la respiration, même si on peut très bien s'en sortir avec la respiration aussi. Donc dans une position confortable, est-ce que le corps est aussi détendu qu'il peut l'être? À l'expiration, encore un peu plus de détente, là où elle est possible.
Et c'est une méditation très simple, c'est un cycle où on commence par prendre conscience du contact avec le sol du pied droit, ou ça peut être tout le pied droit, et quand vous avez pris conscience du contact du pied droit avec le sol, prenons conscience du contact du pied gauche avec le sol. Et laissant le pied gauche pour prendre conscience du contact des fesses avec le coussin, le banc, la chaise. Puis prenons conscience de la main gauche ou du contact de la main gauche, là où elle repose. Puis prenons conscience du contact de la main droite. Et en recommençant le cycle, contact du pied droit, contact du pied gauche, contact avec le coussin, contact de la main gauche, contact de la main droite. Vous pouvez tout à fait le faire dans un autre ordre si un autre ordre correspond mieux à la posture que vous avez. En restant le temps que vous voulez, peut-être le temps d'avoir le sentiment d'avoir pleinement pris conscience de chacune des sensations avant de passer à la suivante. Et en continuant à votre rythme, et si vous voulez, vous pouvez ajouter un numéro de 1 à 5 pour chaque sensation, si ça vous aide à cultiver cette continuité, cette stabilité.
Sondage à main levée, à qui est-ce que ça convient plutôt bien? À qui est-ce que ça convient plutôt pas bien? Ok, ouais, so-so. Ok. Ben, vous avez un outil de plus dans votre panoplie de méditante. C'est un exercice qui a des racines traditionnelles et qui a été beaucoup utilisé maintenant dans la euh, trauma sensitive mindfulness, la pleine conscience sensible au traumatisme, où il s'agit de trouver les exercices. Certaines personnes ont vraiment une association avec la respiration qui rend l'utilisation de cet objet-là très compliqué pour elles, en fonction de leur vie et de ce que ça évoque pour elles de se concentrer sur la respiration et quelque chose de trop justement lié à la vie émotionnelle. Et c'est un objet qui a quelque chose de plus neutre et de plus sécurisant pour certaines personnes aussi. Donc c'est tout à fait une méditation que vous pouvez pratiquer. Évidemment, je ne recommande pas le saut d'un objet à un autre pendant une assise de 45 minutes, de faire un petit peu de ça, ensuite un peu de respiration, ensuite un peu de ça. C'est possible, mais c'est quand même plus intéressant si on fait ou bien qu'une seule chose, ou bien un bon moment d'une seule chose et ensuite on passe à l'autre et on en reste à l'autre. Il y a une logique de progression plutôt que de sauter de l'un à l'autre. Mais ça peut aussi être une solution de secours si la respiration ne vous convient pas hein, pendant une assise ou une autre. Et un autre exercice, toujours par rapport à l'objet de méditation, mais en restant avec la respiration. Un exercice de focale. Simplement pour explorer des manières différentes de faire toujours la même chose. Prenons conscience de la respiration. Et là où elle est la plus présente pour vous, déposant votre attention à cet endroit du corps, comme vous le feriez dans un body scan, où vous observez un endroit précis. Là où vous sentez le mieux la respiration, vous faites de cet endroit du corps votre objet de méditation. Et c'est votre objet de méditation pendant l'inspiration, pendant l'expiration, et quand vous ne sentez rien ou pas grand-chose, entre deux respirations.
Et en prenant maintenant conscience du corps entier, depuis le contact avec le sol jusqu'au sommet de la tête, et en gardant conscience du corps entier, en découvrant à chaque respiration comment elle se manifestera dans le corps entier. Quelle sensation, à quel endroit, peut-être que vous ne la sentirez pas exactement au même endroit d'une respiration à l'autre. Votre objet de méditation reste le corps entier et vous y observez l'apparition de chaque respiration. Et dans l'espace entre deux respirations, s'il y en a un, vous revenez à une conscience du corps entier. En attendant la prochaine. Qu'est-ce qui vous paraît le plus naturel? De rester centré plutôt sur un endroit du corps assez circonscrit, qui est vraiment là où vous sentez la sensation de la respiration le plus intensément ou le mieux, ou bien d'avoir conscience du corps entier et puis de voir comment se manifeste la respiration dans le corps entier, à quel endroit, de quelle manière, d'une respiration à l'autre, mais en gardant le corps entier comme objet de méditation de référence. Ou bien on se focalise, chez moi ce serait là, et seulement là, ou bien on se focalise sur le corps entier et on sent ce qui se passe en lien avec la respiration dans le corps entier. J'espère que c'était clair dans l'exercice. Pour qui est-ce que c'est plus naturel, plus simple de se focaliser à un endroit précis qui est là où la respiration est la plus nette, la plus présente? Pour qui c'est plus naturel de se focaliser sur le corps entier? Ok. Et je vois des haussements un peu cachés par la couverture. Bon, c'est très bien que vous choisissiez l'une ou l'autre direction. Les deux, euh, les deux se font. On peut éventuellement imaginer qu'il y a plus cette notion de concentration si on choisit un endroit précis et qu'il y a plus la notion de pleine conscience, d'attention ouverte si on prend conscience du corps entier. Mais bon, c'est un détail, mais parfois ça fait du bien de changer si on se sent pas à l'aise avec une manière de faire. Une option de plus. Alors une fois qu'on a pris le temps de se détendre, une fois qu'on a choisi un objet, il y a l'attitude face à l'objet, ce qu'on appelle dans les traditions bouddhistes le juste effort, c'est-à-dire ni trop
relâché ni trop serré. C'est comme la corde d'une guitare. On parle souvent de l'équilibre entre, d'un côté, c'est un peu dur de dire ça, d'un côté il y aurait la paresse, l'absence d'effort suffisant, et puis de l'autre, il y aurait la tension trop importante. Et dans les deux cas, c'est contre-productif. Si la corde est trop relâchée, ça marche pas. Si elle est trop serrée, ça marche pas. En tout cas, ça marche moins bien. Et l'attitude entre les deux, une image que j'aime bien, c'est peut-être à cause de tous les animaux du coin, c'est comme si vous étiez en train de dresser un chiot avec fermeté mais amour. C'est voilà, la tension dévie. Non, c'est pas là, c'est là. Mais avec cette attitude bienveillante pour votre pauvre petite attention qui fait de son mieux, quand vous la ramenez à nouveau vers l'objet de méditation. Et je trouve que c'est assez juste, c'est assez ça, c'est-à-dire de pas se reprocher l'imperfection de notre attention, de pas s'énerver, de pas non plus être tellement cool avec le fait qu'on puisse être attentif ou pas attentif, qu'il n'y a plus d'effort suffisant pour qu'on le soit, mais une exigence, une détermination, mais avec bienveillance et douceur. Et c'est un peu pareil dans le rapport au corps. On dit souvent qu'on peut laisser le corps respirer, que ce soit vraiment la respiration naturelle et qu'il n'y ait pas d'effort ou de tentative de forcer la respiration. Et généralement, c'est vrai que c'est plus facile et c'est plus agréable comme ça, mais parfois on n'est pas en position d'avoir une respiration spontanée, on la contrôle. Et c'est pas un problème non plus. C'est peut-être source d'une tension supplémentaire. Mais elle pourra se dissiper d'elle-même sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de continuer à méditer. Il y a dans cette relation à la respiration quelque chose qui peut nous aider, qui est une forme d'appréciation, de satisfaction, de percevoir la respiration comme étant un peu agréable, ou entre le neutre et l'agréable, ou si vous y arrivez, très agréable, mais c'est pas quelque chose d'intense, donc c'est rare qu'on l'aperçoive comme ça. Et j'aimerais vous donner une petite, petite image qui vous aidera peut-être. Exercice. En vous laissant respirer et en prenant conscience de la respiration. Et en ayant conscience de la respiration, commençant simplement par vous rappeler de ce qui se passe quand vous respirez. À l'inspiration, le corps prend ce dont il a besoin, il se nourrit. À l'expiration, il rejette ce dont il n'a pas besoin. Et à la fin de l'expiration, c'est le moment de la satisfaction du corps qui a pris ce dont il avait besoin, a rejeté ce dont il n'avait pas besoin. Et au moment de l'inspiration, prenant conscience de cette nuance de satisfaction physique du corps qui se nourrit. C'est pas tellement différent
que de boire de l'eau. Et parfois, on s'en rend vraiment compte si on nage, par exemple, et qu'on a le plaisir physique de prendre de l'air. Ou si on fait une marche en altitude, qu'on a besoin de reprendre notre souffle et qu'on apprécie cet air qui nous nourrit. Prenons conscience, avec chaque inspiration, de la possibilité de cette nuance de quelque chose de physiquement satisfaisant que vous pouvez sentir, que le corps se nourrit, en observant comment ça peut se manifester pour vous. Continuons à apprécier la présence de cette satisfaction du corps qui se nourrit à l'inspiration et en y ajoutant maintenant à l'expiration une conscience du corps qui se détend à l'expiration. Avec chaque expiration, le corps prend la direction de la détente. Corps qui se nourrit, corps qui se détend. Pour qui est-ce que par moment, la conscience du corps qui se détend à l'expiration était présente? Levez les mains que je me fasse une idée. Okay. Pour qui par moment, cette idée que le corps se nourrit, mange de l'air, et qu'il y a une satisfaction liée à ça, à l'inspiration, était présente? Ok. Alors là aussi, parfois c'est une façon de démarrer la méditation. Et puis parfois, si on réalise justement qu'il y a une insatisfaction en lien avec la respiration, c'est une façon de remettre un peu de satisfaction dans le rapport à cette sensation-là. Si on a la corde un peu trop tendue, par exemple. Et dans le rapport à l'objet de méditation, peut-être ce que je préfère comme moyen d'enrichir la relation à la respiration, la curiosité. Alors, soyons curieux ensemble.
Il y a deux curiosités, une est plus évidente que l'autre. En prenant conscience de la respiration et en faisant preuve de curiosité pour chaque respiration, en découvrant quelle sera sa durée et à quoi ressemblera exactement la sensation, faisant comme si chaque respiration était la toute première respiration que vous observiez. À quoi va ressembler celle-là exactement? Comme si vous vous posiez la question intérieurement avant le début de chaque respiration. Et une autre curiosité, la curiosité pour le moment où va apparaître une distraction qui vous fera perdre cette attention à la respiration. En observant la respiration dans l'attente du moment où vous perdrez l'attention à la respiration. Et avec l'intention, même si c'est une intention pas toujours facile à réaliser, de prendre conscience de ce qui viendra vous détourner de votre objet de méditation. Quelle pensée, quelle sensation, qu'est-ce qui va se passer? À quel moment, quelle distraction? Et évidemment, c'est une des réponses à la respiration qui est moins intéressante que les pensées. Je présente toujours ça en disant que l'attention à la respiration est comme un film à suspense. On sait que notre attention à la respiration va être assassinée par une distraction. Mais pour connaître le visage de l'assassin, il faut être présent à chaque instant, faire une filature serrée pour savoir si c'est nos prochaines vacances, un jugement de soi, un moment qui assassinera notre attention. Je ne veux pas vous faire peur. Pour qui est-ce que d'être dans la curiosité de chaque nouvelle respiration est quelque chose qui a parlé? Ce n'est pas forcément le cas. Levez la main. Je me fasse une idée. Ok. Et pour qui est-ce que l'idée d'être dans l'attente de ce qui va vous distraire vous a donné l'impression, pendant un temps du moins, d'être plus éveillé, plus attentif? Ouais, voilà. Évidemment, un sursaut de curiosité, il dure jusqu'à ce qu'il ne dure plus, mais ça peut être une façon de remettre un peu d'énergie, mais justement d'une manière qui correspond à la définition du juste effort, une énergie qui n'est pas une source de tension. C'est pas il faut que j'y arrive, c'est voyons voir à quel moment je ne vais plus y arriver, justement. Ça désamorce cette notion de réussite et d'échec. On module aussi cet effort avec la détente. Si on sent qu'on est trop tendu autour de notre objet de méditation, on laisse le corps se détendre.
Et s'il n'y a pas assez de tension, de tonus, on peut utiliser la note mentale, par exemple, ou le comptage. C'est des outils qu'on utilise souvent. Un rappel pour la note mentale, on dit qu'on consacre 5% de notre attention à la note et 95% à la sensation. C'est une façon de dire que c'est vraiment un accompagnement et que le centre de ce qu'on fait doit rester la sensation. Ensuite, il y a la relation qu'on établit au temps et à l'impermanence. La façon dont on vit le temps quand on observe la respiration. Et je crois que je vous l'ai déjà dit pendant peut-être une méditation guidée, mais un des trucs les plus utiles qu'on m'ait donné en début de carrière méditative, c'est contente-toi d'utiliser la quantité d'attention nécessaire pour avoir conscience d'une demi-inspiration. Et après l'autre demi-inspiration. Et après une demi-expiration. Et après l'autre demi-expiration. Et après l'espace entre deux respirations. Que c'est une espèce de course de relais. C'est pas qu'il nous faut être pendant 20 minutes attentif à la respiration. Comme quelque chose, une activité qu'on devrait maintenir avec beaucoup d'énergie pendant 20 minutes ou 45. C'est un instant. Et après cet instant, on recommence pour l'instant d'après. Alors, cette idée-là, parfois, elle peut être source de tension. Et puis parfois, elle aide vraiment beaucoup. De se dire que je fais d'abord juste l'inspiration. Et ensuite, juste l'expiration. Donc, je vous propose, pendant 1 minute, de faire ça. Au lieu d'observer la respiration, vous observez seulement l'inspiration. Et ensuite, seulement l'expiration. Et ensuite, seulement l'espace entre deux. Jamais plus qu'une seule petite chose à faire pour votre attention à la fois. Qui a l'impression que ça peut l'aider de diviser le temps de cette manière-là? Okay. Qui a l'impression que ça a changé la respiration? Que ça l'a rendu peut-être moins naturel? Okay. Ça peut être un effet secondaire. Parce qu'en découpant le temps, on change aussi un petit peu si on crée des espaces peut-être entre l'inspiration et l'expiration qui ne sont pas forcément autant là à la base. Dans cette question du temps, je vous encourage aussi à vous demander quel est le moment où il y a le plus de risques que vous perdiez votre attention à la respiration. Quand je m'étais posé la question, j'étais arrivé à la conclusion que pour moi, c'était à la fin de l'expiration. Parce qu'à la fin de l'expiration, mission accomplie, j'ai observé cette respiration, c'est bon, c'est fait, maintenant je peux faire autre chose. Par exemple, penser à... Et il me semble que c'est un des endroits, aussi parce qu'il y a moins de choses à observer, simplement. L'inspiration, c'est une sensation assez marquée, l'expiration aussi. Et en fin d'expiration, il n'y a plus grand-chose qui se passe, il n'y a plus grand-chose à observer.
Donc c'est plus tentant de décrocher et de penser à autre chose. Donc vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a un moment, peut-être où vous avez l'impression de ne plus rien avoir à faire? Dans ce cas-là, il faudrait vous demander par quoi est-ce que vous pourriez remplir ce moment, ou bien un moment où il y a un relâchement. Et comment le rendre plus riche pour pas que ce soit un moment où l'attention parte facilement. Et finalement, il y a tous les visiteurs qui nous posent parfois problème ou qui nous font rêver. Mais il y a les visiteurs qui portent sur la respiration. Et je voulais juste parler de ceux-là. Par exemple, que la respiration est ennuyeuse. Alors, c'est déjà intéressant de réaliser que si on est en train de se dire qu'elle est ennuyeuse, c'est déjà qu'on n'est plus attentif à la respiration. Donc, avant tout, c'est le signe de ça. C'est le signe, quand on était complètement concentré dessus, il n'y avait pas la place pour l'ennui. Donc, elle n'était pas ennuyeuse. Elle est ennuyeuse parce qu'on est en mode jugement critique de ce qui se passe. Donc, on est en train de penser, donc on n'est plus concentré sur la respiration. Et on peut se contenter de considérer cet ennui comme ça, comme juste une rupture, et on revient dès qu'on s'en rend compte. Ça vaut la peine de le nommer comme ennui, pour pas qu'on le prenne trop au sérieux, comme l'impatience qui vous disait c'est objectivement trop long, il y a des méditations qui sont trop longues et celle-ci elle est trop longue, et ben l'ennui va vous dire la respiration c'est objectivement ennuyeux. Il a des arguments par moment, mais ne le prenons pas au sérieux, donc appelons-le je t'ai vu ennui. Et ça peut être intéressant d'observer ce qu'il y a derrière l'ennui, parce qu'il peut avoir deux saveurs. Ça peut être un ennui parce qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans la respiration. Ça peut être un ennui parce qu'on aimerait un truc beaucoup plus intense. Donc ça peut être plutôt un désir, une envie, ou plutôt une réaction de rejet sur ce qui est là. Alors comme remède à l'ennui, pas mal des choses que j'ai évoquées jusqu'ici, booster la curiosité sur chaque respiration, sur ce qui viendra interrompre notre attention à la respiration, c'est une chose. Apprécier sa qualité agréable, que en soi c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui peut être plaisant. Ce qui est plaisant n'est pas ennuyeux. Donc c'est aussi une réponse à l'ennui. Le thriller de la distraction qui viendra assassiner l'attention est un remède à l'ennui. Mais à la base, déjà le reconnaître comme étant une pensée parmi d'autres, et que finalement, on a toute notre vie pour laisser nos pensées faire leur travail habituel de pensée, et on n'a qu'une toute petite partie de notre vie pour nous concentrer sur la respiration. Donc, c'est pas grave que ça paraisse ennuyeux sur le moment, mais est-ce que c'est plus intéressant que de revenir à ce qu'on fait d'habitude, en fait? Sur le moment, ça semble être le cas, mais si on prend un peu le recul, est-ce que ça l'est vraiment? C'est comme ça que je me suis sorti d'affaire 2 ou 3 fois. C'est-à-dire, en fait, objectivement, à chaque fois que je médite pas, je peux faire ce que j'ai envie de faire là, en ce moment, parce que je trouve la respiration ennuyeuse. Donc, autant faire quelque chose de différent maintenant, qui est de rester concentré sur la respiration. Voilà le genre de dialogue interne qui peut vous aider, mais à la base, de simplement noter ennui et de se recentrer, mais de l'avoir vraiment noté et identifié, je pense que c'est peut-être le plus simple et le plus utile. On a la respiration qui est pas comme il faut, qui devrait être autrement, ou qu'on devrait observer autrement. Et là, vous pouvez noter du doute, je pense, ça peut être aussi du rejet, mais du doute sur est-ce que vous respirez, est-ce que cette respiration est correcte, est-ce qu'elle n'est pas correcte, est-ce que vous l'observez comme il faut ou pas, et reconnaître le doute comme du doute. Et il y a la respiration comme étant... Et le doute, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut, une fois qu'on l'a attrapé, on le jette tout de suite, comme un truc un peu à mettre à la poubelle. On dit, c'est du doute, ouh là là.
Parce que c'est pas très intéressant, il n'y a rien d'autre à en faire, il faut juste le reconnaître, ça nous parasite l'esprit, ça nous apporte pas grand-chose, et une fois qu'on l'a vu et nommé, on en est, on en est un peu libéré. Donc, ok, c'est juste du doute. C'est pas qu'il faut que je résolve une question essentielle par rapport à la respiration. Et la respiration qui est désagréable, en soi, qui est la sensation est vécue comme étant désagréable. Et là, c'est du rejet, c'est de l'aversion, c'est quelque chose de cet ordre-là qu'on peut aussi nommer quand on le reconnaît. Alors, on peut nommer et on peut peut-être laisser le corps se détendre, prendre conscience de ce qu'il y a d'agréable dans l'inspire et l'expiration, etc. Tout ce qui peut nous rendre la respiration qu'on est en train de percevoir comme étant désagréable un peu plus agréable. Et parfois tout va bien. Après avoir abordé tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, parfois il y a une aisance euh, que je décrirais comme l'impression que la respiration se respire toute seule, que le corps respire et qu'on n'est vraiment pas dans l'effort, qu'il y a une grande spontanéité dans ce qui se passe, que c'est agréable et que c'est facile de rester concentré dessus. Par moments, ça vous arrive. Et quand ça nous arrive, même si c'est pas très longtemps, on gagne à le savourer et à l'apprécier. C'est un petit plaisir méditatif très simple, de réaliser mon esprit est calme. Je suis pas en train de ruminer comme je le fais parfois. Je suis complètement absorbé par la conscience de la respiration. La respiration, je la vis comme étant agréable. C'est plaisant. C'est un plaisir méditatif. Qui ne durera pas. Mais qui peut revenir. Voilà.